Du coup, on va démarrer cette soirée review avec un des romans graphiques dont je vous parlais tout à l'heure. Il s'agit de Ce qu'on choisit. Voilà, je l'ai ici. Donc, Ce qu'on choisit, c'est un roman graphique, hein, c'est pas un manga, je vous le redis. Hop, du coup, évidemment, il est plus gros et c'est plus difficile de le montrer à l'écran. Voilà, il fait un petit peu plus de 300 pages, je dirais. Oui, c'est ça, 300, même peut-être quasi 350. Donc c'est un beau pavé quand même, hein, voilà. Donc ce qu'on choisit, je vous l'ai dit, ça a des thématiques LGBT, puisque on va suivre ce trio d'amis. Donc le personnage principal, c'est elle. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Winnie. Donc Winnie qui rentre en première au lycée et qui en fait est un peu perdue puisqu'elle avait des amies qui elles sont parties dans un autre établissement, un établissement privé. Elle est restée dans le lycée public et donc du coup elle a un petit peu peur de se retrouver toute seule. Mais heureusement, dans une classe d'art et plus précisément de photographie où elle fait un petit peu l'assistante, elle conseille les élèves, etc. sur comment faire des photos et compagnie. Elle va rencontrer donc ces deux-là, donc c'est April et Oscar. Donc Oscar qui se définit comme étant bi et April, elle se définit pas véritablement dans le roman graphique, donc voilà, je vais pas lui attribuer, mais en tout cas, il y a des questionnements liés à des thématiques LGBT également. Et donc, bah, ces trois-là, ils vont se lier d'amitié. Mais bah, à ces âges-là, voilà, les amitiés sont plutôt fragiles et on peut, à l'adolescence, parce qu'ils ont du coup autour de 15-16 ans, à cet âge-là, à l'adolescence, bah, voilà, on peut aussi bah, souffrir, ne pas forcément apprécier son corps. Et ce sont ces thématiques-là auxquelles sont confrontés ces trois jeunes. Donc vous le voyez, il y a un- une scène qui moi, m'a beaucoup touché, où en fait, ils font une espèce de soirée pyjama et ils écrivent sur un petit papier vierge leur plus gros secret. Et ensuite, ils mélangent tout et ils tirent et ils sont censés deviner à quel secret appartient qui. Et en fait, bah, les trois ont écrit «Je me déteste». Donc voilà, c'est dur, mais en même temps, bah, à l'adolescence, c'est aussi des choses qu'on peut penser de soi. On parle souvent de l'âge ingrat, et voilà. Donc, trigger warning sur l'automutilation. Et trigger warning sur les troubles alimentaires. Voilà, si c'est des thématiques qui peuvent vous mettre mal, euh, c'est pas forcément voilà, un roman graphique qui pourra vous convenir. Euh, Ce qui est bien, c'est que donc justement sur ces thématiques, notamment des troubles alimentaires, du trouble du comportement alimentaire, donc TCA, il y a tout un tas de ressources avec des noms d'associations, des lignes d'écoute, etc., pour justement les personnes qui en souffriraient, qui peut-être ne savent pas qu'elles souffrent de TCA, mais en lisant le roman graphique, en voyant ce qui arrive aux personnages, se dit bah en fait je suis un peu pareil que les personnages et donc peut-être que moi aussi j'ai un TCA. Donc ça j'ai trouvé ça très chouette. Et Winnie, elle se pose aussi des questions sur sa sexualité, sur son orientation sexuelle amoureuse. Voilà, donc il y a tous ces questionnements-là. Les trois ont des histoires compliquées. April, elle se pose beaucoup de questions en termes de genre. Euh, et elle a des parents en plus, qui sont très très riches, donc du coup tout le monde l'envie, genre
ah bah tu peux avoir tout ce que tu veux, etc. Et elle, en fait, bah c'est pas forcément enfin la contrepartie du fait que ses parents soient plutôt fortunés, bah, c'est que c'est un peu des gros cons, pour le dire clairement. Donc voilà, c'est compliqué pour April aussi. Et Oscar, lui, c'est l'inverse. Il vient d'une famille assez pauvre et en plus de se questionner lui aussi sur son orientation amoureuse sexuelle, euh, il a également du mal en fait avec le système scolaire classique. C'est-à-dire qu'il a du mal à se concentrer. Voilà, il a du mal avec le système scolaire. Donc c'est pas qu'il n'est pas intelligent, c'est juste que bah, le système scolaire tel qu'il est ne lui convient pas, c'est-à-dire de devoir apprendre des choses par cœur, etc. C'est pas quelque chose qui lui convient. Donc voilà, il y a toutes ces thématiques-là qui sont abordées. Et oui, ce que j'ai pas dit, c'est que les trois, en plus de se lier d'amitié, bah, ils vont lancer un petit fanzine, puisque donc Oscar, lui, il écrit notamment des poèmes. Winnie, elle dessine. C'est ce qui la sauve un petit peu, hein, le dessin. Et April, bah, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir éditer, enfin, voilà, tout ce qui est publication, etc. C'est quelque chose qui l'intéresse. Donc, à eux trois, bah, ils arrivent à se compléter un peu et du coup, ils sortent un fanzine. Et ce qui est génial, c'est que du coup, le fanzine fait vraiment partie du récit parce qu'il va permettre à Oscar et à Winnie de pouvoir exprimer des choses qui se passent dans leur tête. Et donc du coup, on a tous les épisodes des différents fanzines. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et du coup, on voit que c'est évidemment autobiographique, hein, pour l'autrice qui s'appelle Sarah Winifred Searle. Euh, donc il y a même le nom, hein, vous avez vu Winifred, et l'héroïne s'appelle également Winnie. Donc on voit que voilà, tout ce qui va être dessin, bah, ça peut aussi servir de thérapie. Ça a pu lui servir de thérapie pour elle quand elle était ado. Et dans la postface, voilà, elle dit qu'elle espère que ce roman graphique puisse aider aussi des personnes. Et même s'il y a beaucoup de thématiques difficiles qui y sont abordées, comme je l'ai dit, les amitiés sont fragiles, donc on n'est pas dans le monde des bisounours en mode ah on est BFF, on sera toujours amis, etc. Il se passe des choses aussi dans dans le trio d'amis. Il y a aussi une prise de conscience à la fin de Winnie, qui laisse aussi de la place à des choses un petit peu plus heureuses, etc. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai trouvé que en fait, ça résumait parfaitement ce que pouvait être l'adolescence, c'est-à-dire des questionnements, de la découverte de soi, parfois des choses négatives, c'est-à-dire de l'autodétestation. Voilà, ça faisait un assez bon résumé en 330 pages de ce qu'on pouvait vivre à l'adolescence, et j'ai trouvé que ça le faisait vraiment de manière extrêmement juste. Euh, j'ai bien aimé que ça soit en couleur parce que la couleur est très très bien utilisée. Comme vous l'avez vu, quand on est sur le fanzine, on est sur des pages roses, voilà, pour bien montrer qu'on est sur le fanzine. Il y a aussi un petit truc rigolo, c'est comment faire son fanzine selon April, avec les différentes étapes pour faire son propre fanzine. Enfin voilà, il y a des petites trouvailles comme ça, des chats aussi. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, ça se passe en 2000, dans les années 2000. Donc il n'y a pas encore les téléphones portables, pas trop Internet, tout ça. Donc c'est intéressant aussi, j'imagine que c'est la réelle période à laquelle l'autrice avait 15 ans. Donc c'est d'autant plus touchant. Donc ça s'appelle Ce qu'on choisit. Donc ce qu'on choisit évidemment, hein, ce sont ses amis. Souvent on dit ça par rapport à la famille, on choisit pas sa famille mais on choisit ses amis. Et c'est sorti aux éditions Jungle. Et vraiment je vous le recommande, moi ça a été un énorme coup de cœur. J'ai trouvé ça très touchant, ça nous ramène à notre propre adolescence, vraiment c'est génial à lire.
Voilà pour ce premier roman graphique. On va en aborder, un second, qui est très différent. Déjà celui-ci, donc Sarah, Winifred Searle, si je me trompe pas, elle est américaine, ou en tout cas anglo-saxonne. Tchouk tchouk tchouk, oui, c'est ça, elle est américaine, elle vient de la Nouvelle-Angleterre. Hem Alors que celui-ci, c'est un roman graphique, français, d'ailleurs on s'en rend assez, assez vite compte, hein, puisque, ça parle des années PMA pour toutes. Donc c'est-à-dire que vous allez trouver dans, «S'il suffisait qu'on s'aime», de rien pour, la chanson de Céline que vous allez avoir dans la tête. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on part, le récit démarre en 2013 et va parcourir bah, un petit peu toutes les années où il y a eu des débats sur la PMA, donc la procréation médicalement assistée. Donc ça couvre jusqu'à 2018, si je dis pas de bêtises. Alors après, il y a une espèce de postface parce que bah, il s'est passé des choses depuis. La loi PMA a enfin été votée, même si elle est incomplète et elle n'inclut pas toutes les personnes qui pourraient être concernées par la PMA. Euh, mais du coup, on revit depuis 2013, donc depuis le vote du mariage pour tous et toutes, qui n'a pas inclus la PMA dans la loi, ce qui est reproché hein, par l'autrice dans ce roman graphique, puisque c'était une promesse de campagne pardon, de François Hollande en 2012. Hein. Il devait faire voter pendant son quinquennat la PMA. Il ne l'a pas fait au moment du mariage pour tous, et ensuite il a trouvé des excuses tout le temps pour repousser, et donc il aura fallu attendre un autre quinquennat, celui d'Emmanuel Macron, pour que la loi PMA soit votée. Donc c'est sur tous ces événements que ce roman graphique va revenir. Donc contrairement à ceux qu'on choisit, lui, il est tout en noir et blanc. Euh, tchouk, 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 que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il va vraiment aller lier l'intime et le politique. Donc c'est intéressant parce qu'on suit à la fois l'histoire de l'autrice et d'une femme qu'elle rencontre dans une manif justement pour le mariage pour toutes et tous. Donc elles se rencontrent à cette manifestation et ensuite du coup elles se mettent en couple et donc on suit à la fois l'évolution de leur couple et à la fois tous les débats qui vont avoir lieu autour des thématiques LGBT et particulièrement de la loi PMA. Donc toutes les lois de la manif pour tous, toutes les manifs pardon, de la manif pour tous, voilà, toutes les protestations, etc. Tout ça, on va le suivre donc année après année. Sur 5 ans, de 2013 à 2018. Et donc c'est super intéressant parce que on se rend compte que les décisions politiques, elles ont un impact direct sur les vies des personnes. Donc là, en l'occurrence, le fait d'avoir repoussé sans cesse cette loi PMA, ça a eu un impact sur des milliers de couples qui n'ont pas pu avoir d'enfants pendant des années, ou alors, comme l'autrice l'explique, qui ont dû partir en Belgique, dans d'autres pays, ce qui était extrêmement coûteux, et en plus poser des questions après de reconnaissance pour la femme qui n'avait pas porté l'enfant. Enfin voilà, plein de problématiques de ce type-là. Je trouve que c'est hyper intéressant, notamment quand on n'est pas forcément concerné. Voilà, je suis ni une femme, donc je ne suis pas lesbienne. Et donc, c'est, j'allais dire pédagogique, mais c'est pas. Il n'y a pas d'effort pédagogique, c'est juste que
le fait de rentrer dans ce couple-là et d'avoir toute cette évolution à la fois politique et intime qui se passe en parallèle, bah, ça permet d'avoir tout simplement une illustration concrète de comment la politique peut agir sur la vie des personnes dans leur quotidien. Donc c'est super intéressant, on y apprend plein de choses. Alors par contre attention parce que comme je l'ai dit, on voit des personnes de la Manif pour tous, des opposants, opposantes aux personnes LGBT, donc il y a des propos homophobes, LGBT-phobes, voilà, qui sont en plus des vrais propos, hein. Tout est sourcé à la fin, donc c'est quand même assez flippant de voir les conneries que certaines personnes peuvent débiter. Et en même temps, bah, c'est la réalité. Et puis c'est aussi bah, montrer comment le fait de reculer cette loi d'année en année bah, a fait que on, comment dire, on a laissé le champ libre à la Manif pour tous, à tous ces opposants, opposantes qui pouvaient librement débiter leurs conneries, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, donc j'ai trouvé ça extrêmement juste et touchant parce que du coup on suit le parcours aussi du couple qui bah, est semé d'embûches à cause de cette indécision politique du quinquennat de François Hollande. Voilà, c'est passionnant. Là aussi, c'est quand même un sacré pavé, hein. On est sur quasiment 300 pages. Voilà, j'ai dit c'est en noir et blanc. Moi j'ai beaucoup aimé le dessin, beaucoup plus réaliste que ceux qu'on choisit. Donc j'ai aussi beaucoup aimé le dessin de ceux qu'on choisit, mais c'est deux propositions vraiment différentes. Ici on est sur un dessin un petit peu plus réaliste que j'ai beaucoup apprécié. Donc s'il suffisait qu'on s'aime, c'est signé Daphné et Julie Guillot, donc les deux femmes dont on suit l'histoire. Et ça s'appelle S'il suffisait qu'on s'aime, chronique des années PMA pour toutes aux éditions Steinkiss. Donc voilà pour les deux romans graphiques qui me tenaient à cœur et dont je voulais absolument vous parler à un moment donné. Et ce soir était le bon moment, même si voilà, le samedi soir, c'est peut-être pas le créneau idéal, visiblement. Du coup, on va passer à la partie manga. On va démarrer par du Boys Love avec les Boys Love de Taifu. Donc deux sorties d'octobre, deux nouveautés. La première étant Practiced Liar, que vous voyez juste ici en chair et en os, si je puis dire, en papier en tout cas. Donc Practice Liar, c'est sorti début octobre chez Taifu Comics, donc il y a à peu près un mois. C'est de la mangaka Meda Mayaki, que je ne connaissais pas, et je crois que c'est le premier manga qu'on a d'elle chez nous en France. Et j'avoue que j'ai oublié d'aller regarder si on avait déjà eu si au Japon, pardon, il y avait déjà eu des mangas d'elle ou si c'était son premier manga. En tout cas, l'histoire, bah, elle est assez simple. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais le personnage que vous voyez là, il s'appelle Miura. Et toutes les bulles que vous voyez ici, ce sont des pensées de ce jeune homme-là qui s'appelle Abe. Et donc, ce sont des pensées qu'il peut entendre. Il a cette particularité-là, j'allais dire ce don-là. Pour lui, alors lui, il ne le voit pas du tout comme quelque chose de positif, hein. Ça lui a toujours amené que des ennuis quand il était au lycée, parce que maintenant ils sont étudiants. Quand il était au lycée, ça lui a emmené que des ennuis avec ses camarades de classe parce que il avait entendu les pensées d'un de ses amis. Du coup, il a fait part de ces pensées-là à un autre ami
et du coup ça les a fait s'embrouiller. Donc l'autre a dit mais pourquoi t'as dit ça à l'autre, je t'ai jamais dit ça, gna gna gna. Enfin bon, ça a amené plein d'ennuis quand il était au lycée, ce pauvre Miura. Et donc voilà, le fait de pouvoir lire dans les pensées des gens, lui il voit pas ça comme quelque chose de positif. Quand il est dans une grande foule, bah forcément ça envahit son esprit parce qu'il y a plein de gens qui pensent autour de lui. Donc globalement, il voit ça comme quelque chose de négatif. Mais le jour où il rencontre Abe, donc l'autre étudiant, ben, finalement, ça va s'avérer plutôt utile, cette faculté de lire dans les pensées. C'est-à-dire que Abe, lui, il est hyper timide, très réservé, et il est secrètement amoureux de Miura. Mais bah forcément, le secret, il n'est pas très longtemps gardé, puisque Miura peut lire dans les pensées. Et donc, il peut lire dans les pensées de Abe. Et Abe, bah, voilà, il est amoureux. Donc, à chaque fois qu'il le voit, bah, il se dit ah là là, mais il est trop beau, ah, mais je l'aime. D'où la couverture avec les je l'aime, je l'aime, je t'aime partout. Voilà, là par exemple, vous voyez, il se dit oh, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et donc Miura entend ça. Donc voilà, c'est assez rigolo. Et donc pour une fois, bah, Miura est bien content de pouvoir entendre les pensées de Abe, parce que Abe, il a bah, un petit peu de mal à exprimer ses sentiments. Donc bah, finalement, il va se retrouver avec la possibilité bah, de pouvoir quelque part déclarer ses sentiments sans avoir véritablement à le faire. Donc voilà, c'est assez rigolo. Et surtout, c'est très mignon. Voilà, franchement, je pense que s'il y a bien un adjectif qui peut résumer ce one-shot, c'est vraiment mignon. Vraiment, le couple est super cute. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de grosses embûches, il n'y a pas de gros enjeux dramatiques, mais il n'y en a pas besoin. Franchement, c'est très bien comme ça. Évidemment, que bah, se pose quand même la question de bah, c'est gênant parce que je peux lire dans ses pensées, donc la relation, et il le sait pas, Abe, donc la relation est peut-être pas forcément la plus honnête. Delirumber qui se demande sur le chat la question est a-t-on réellement envie de pouvoir lire absolument toutes les pensées de son crush? Voilà, c'est typiquement la question que Miura va se poser, parce qu'il y a des moments où c'est quand même un petit peu gênant, donc voilà. Mais de par la personnalité de Abe, qui est quelqu'un de très réservé, qui va pas forcément oser dire les choses qu'il pense, bah, au final ça va plutôt être un avantage. Donc, donc du coup, la relation entre les deux, bah, elle va évoluer de manière assez naturelle. Miura va pouvoir prendre les devants, du coup, vu qu'il sait que Abe a des sentiments pour lui. Enfin voilà, quand je vous dis que c'est mignon, regardez comme c'est cute. Il se tient la main sous le bureau, ici. C'est trop mignon. Voilà, c'est très mignon. En plus, les expressions de visage des personnages, il faut que je vous en trouve. Voilà, c'est vraiment très expressif. Avec Pralinus, on avait parlé de ce cliché du blush des persos de Boys Love qui rougissent. Bah là, Medemayaki, il va à fond sur les blushs, hein. Surtout, vous voyez, bah, voilà, j'ai eu à tourner une seule page pour avoir un autre exemple. Donc voilà, ça y va, le blush. Vous voyez encore ici. Donc voilà, c'est très cute. Moi, j'ai adoré ma lecture. J'avais un peu peur au début parce que je me suis dit, bon, le truc de lire dans les pensées, ça a déjà été fait. Il y a un manga chez Hana qui s'appelle Crie-moi que tu m'aimes, quelque chose comme ça, qui est sur le même principe de télépathie, de pouvoir lire dans les pensées. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va donner? Et finalement, j'ai été vraiment agréablement surpris. On est sur un manga très mignon
très 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 soft, hein. Honnêtement, on a une micro scène un peu explicite, mais où on voit rien, hein, honnêtement. Donc c'est clairement un almost safe for work, comme on dit dans les Boys Love France Awards. Voilà, ça peut jouer aussi si vous avez envie d'avoir un récit que vous pouvez lire dans les transports ou avec des personnes autour de vous. Practice Liar, ça peut fonctionner. C'est globalement très très soft. En tout cas, c'est très mignon. Et c'est vrai que finalement, le seul reproche un petit peu qu'on pourrait faire à Practice Liar, c'est que c'est un one-shot. C'est-à-dire qu'on a trop envie d'avoir la suite des aventures de ces deux persos parce qu'on s'y attache énormément. Les deux sont très cute, très attachants. Et donc on aurait quelque part envie de savoir ce qui se passe après la fin de ce one-shot. Malheureusement, je crois pas qu'il y ait de suite au Japon, donc il va falloir vivre avec notre frustration de ne pas connaître la suite des aventures de Miura et de Abe. Mais en tout cas, gros coup de cœur, one shot extrêmement mignon, so cute, vraiment ça va vous mettre du baume au cœur, même si voilà, il y a cette situation de départ, hein, vous voyez, la première page là, elle est très dark, très noire, parce que vraiment Miura, ça le fait souffrir de pouvoir lire dans les pensées des autres. Ça lui a amené plein d'emmerdes, disons-le. Et donc, trouver Abe avec qui c'est un don qui peut être extrêmement utile pour pouvoir communiquer avec ce garçon très timide, ça va littéralement lui changer la vie. Donc il y a une autre nouveauté qui est sortie, en plus de Monstrueux, mais je vous ai dit, je vous en parlerai pas ce soir. Cette fois-ci, d'une autrice qu'on connaît très très bien. C'est évidemment Kotetsuko Yamamoto, qu'on connaît pour L'Esprit with the Priest et Demain ce sera quoi, notamment hein, chez Hana, à chaque fois des séries très très longues. Bon, celle-ci, rassurez-vous, ou pas, hein, si vous aimez les séries longues, vous serez peut-être déçus, mais celle-ci, Je te love dans les plumes. C'est une série en 2 tomes, voilà, c'est une série terminée en 2 tomes. Il y en a une chez Hana, qui est plus sur le mode fantastique et qui est en 3 tomes. Bon, le nom me revient plus, mais du coup, Je te l'offre dans les plumes, lui, est en 2 tomes. Donc voilà. Et on comprend pourquoi c'est en 2 tomes, et c'est très bien que ce soit en 2 tomes, ça laisse le temps de développer la relation entre deux personnages. On reste dans les facultés un peu spéciales, un peu fantastiques, hein. On était avec Practice Liar sur lire dans les pensées. Cette fois-ci, on est sur, comment s'appelle-t-il, Inusaki. Donc c'est lui qui comprend les oiseaux. Et alors lui aussi, il n'est pas ravi de comprendre les oiseaux parce que, en réalité, figurez-vous que les oiseaux, c'est un peu des enfoirés. Du coup, c'est à mourir de rire. Enfin, vraiment, moi, ça m'a fait mais, tellement rire les horreurs que disent les oiseaux. C'est vraiment trop drôle. Et ça fait que, du coup, Inusaki, il en peut plus. Il faut absolument que je vous retrouve ça. C'est à mourir de rire, ils ont des répliques. En fait, il a été traumatisé quand il était petit, Inusaki. Voilà, il est allé vers un oiseau, un pigeon. Il s'est approché de lui. Sa mère lui a dit: «Ah, t'as vu, il y a un oiseau, c'est un pigeon», etc. Et ce pigeon-là, quand il s'approche, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit: «Qu'est-ce que tu me veux, sale gamin, je vais te crever.» Il est odieux, ce pigeon, avec ce pauvre gamin qui a rien demandé, Inusaki, quand il était enfant. Et donc c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait comprendre les oiseaux et qu'il s'est dit, ça y est, moi les oiseaux, je déteste, voilà. Et depuis, bon, il s'entend pas hyper bien avec les oiseaux. Globalement, franchement, ils sont pas cool, les oiseaux.
Moi, je savais pas que quand il faisait cui cui cui, il disait toutes ces horreurs. Euh, mais voilà, bon. Ah voilà. Vous voyez, typiquement, là aussi, il essaie de communiquer, je sais plus, avec des hirondelles, je crois. Et t'as les hirondelles qui font: mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Ah, il me fait peur! Donc vraiment, les oiseaux sont odieux, sachez-le. Bon voilà, c'est pas une raison évidemment pour mal se comporter avec eux, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a fait énormément rire. On sait, hein, l'humour c'est un des atouts de Kotetsuko Yamamoto et on retrouve totalement ce côté-là. Donc globalement, il n'aime pas les oiseaux. Il y en a un qui trouve grâce à ses yeux, c'est lui. C'est un corbeau et c'est un corbeau qui va appeler Kuro. Tout simplement parce que Kuro ça veut dire noir et qu'un corbeau c'est noir. Il n'est pas allé chercher plus loin. Bah voilà, il s'entend tellement bien avec lui qu'à un moment il se demande s'il n'a pas développé des sentiments pour lui. Alors au début il se dit bah, c'est chelou, c'est un corbeau, donc c'est bizarre. Mais bah, il se trouve que Kuro, c'est un corbeau un petit peu spécial. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir en quoi ce corbeau est spécial. Mais bon, vu la couverture du tome 1, vous pouvez à peu près deviner ce qui va se passer. Mais je vous laisse quand même le découvrir. Et surtout, c'est très bien amené. Voilà, on a l'histoire est très bien menée, hein, par Kotetsuko Yamamoto. On sait qu'elle est capable de ça. Je crois que son titre s'appelle Encore une nuit blanche, si je ne me trompe pas. La série en 3 tomes fantastique qui est sortie chez Hana d'elle et dont je ne me rappelais plus le nom. J'ai eu un flash, il fallait que je vous partage. Donc Je te l'offre dans les plumes, bah voilà, ça a toutes les caractéristiques de Kotetsuko Yamamoto qu'on aime. J'avoue, franchement, quand Taifu, moi j'ai été étonné comme Akutaku que Kotetsuko Yamamoto débarque chez Taifu parce que du coup on a plus l'habitude de la voir chez Hana. Et en plus je me suis dit, franchement, Taifu, est-ce qu'on a vraiment besoin d'encore un titre de Kotetsuko Yamamoto, sachant qu'on en a déjà beaucoup qui sont sortis chez Hana. Et bah, finalement, le talent de Kotetsuko Yamamoto a parlé et force est de constater que bah, à la fin de ce tome 1, j'ai envie de connaître la suite, j'ai envie de lire le tome 2. Je me suis régalé dans ma lecture, c'est à la fois très mignon et très drôle, tout ce que sait faire Kotetsuko Yamamoto. Je trouve que le dessin, je sais pas si c'est un titre vachement plus récent que d'autres qu'elle a fait, mais c'est vrai que bah, l'évolution qu'on voit dans son dessin sur ces séries très longues, ben, on la constate aussi. Ouais, voilà, c'est un titre de 2018, donc plus récent que les premiers tomes de certaines de ces séries. Et ça se voit, voilà, c'est un dessin quand même mieux et plus travaillé que les premiers tomes de certaines de ces séries longues. Akutaku qui dit: est-ce que Kotetsuko Yamamoto peut nous décevoir? J'en doute. Bah, figure-toi qu'on en parlait sur le Discord et bah, y a des personnes qui étaient un peu comme moi, qui étaient un peu en mode bah, un peu overdose de Kotetsuko Yamamoto parce qu'on a beaucoup de titres d'elle et que bah voilà, bon, il faut peut-être passer à autre chose parce que ces récits, bon, il y a quand même de grosses similarités entre les récits, on va dire, un petit peu comme Nagisa Furuya, donc l'autrice de Les Deux Lions, Blue Summer, etc. On est sur des récits un peu prévisibles à force, et je trouve que Kotetsuko Yamamoto a un peu ce biais-là. En tout cas, je trouvais qu'il y avait ce risque-là avec une série de plus encore. Et finalement, bah, je me suis laissé entraîner par Kotetsuko Yamamoto. Et j'ai beaucoup aimé j'allais dire ce one-shot. Non, non, c'est une série en 2 tomes. Heureusement que ça ne se termine pas sur la fin du tome 1. Voilà. Deliriumber qui dit: cet étourneau m'a insulté, je le sais, je l'ai lu dans un BL. Voilà, faites attention la prochaine fois que vous entendez des cuits par les oiseaux, ils sont sûrement en train de dire du mal de vous, comme dans Je te l'offre dans les plumes. Akutaku qui dit: j'avoue et je comprends, même elle le dit, il me semble, donc je ne peux pas dire le contraire. Voilà.
côté répétitif, j'imagine, de ces récits. Donc, Je te love dans les plumes, série en 2 tomes. Le premier est sorti en octobre, on n'a pas encore de date pour le second. J'espère que ça va pas trop tarder. A priori, étant donné que les 2 tomes sont déjà sortis au Japon, voilà, ça devrait arriver dans pas trop longtemps. Voilà donc pour les 2 boys love de Taifu dont je voulais vous parler. On va passer au manga de Akata, donc nouveauté de ces dernières semaines. J'aurais pu vous dire les dates de sortie, mais en tout cas, voilà, les 2 sont sortis plutôt récemment. Le premier, c'est Iraet, la fin du voyage, donc un manga de Yuki Kamatani, qui est une personne non binaire, donc du coup que je vais genrer en Yel. Donc Yuki Kamatani qu'on connaît évidemment pour Éclat d'âme et pour Nos cœurs évanescents. Les 2 séries qui sont sorties également chez Akata. Donc là, c'est la nouvelle série de Yuki Kamatani, donc forcément de grosses attentes. C'est une série en 3 tomes, donc voilà, on est souvent, à part pour Nos cœurs évanescents qui est un petit peu plus long, mais on est sur des séries relativement courtes. Donc pour Iraet, ça sera en 3 tomes. Donc là, on a le premier, je me demande si le second est pas sorti ce mois-ci ou s'il sort le mois prochain. Il faudra absolument que je regarde ça parce que j'ai très envie de savoir la suite. Donc là, on va être sur des thématiques, encore une fois, très touchantes, hein, et notamment la thématique du deuil, puisque on va suivre donc Mika, qui a perdu une amie. Voilà, moi, mon interprétation, c'est qu'elles étaient plus qu'amies, ou en tout cas, au moins qu'elle avait des sentiments pour cette amie-là, une fille. Et donc, en fait, elle peut tellement pas supporter la vie sans cette amie-là elle est sur le point de se jeter sous un camion. Et là, du coup, elle va être sauvée par un jeune homme qui va s'avérer être un zombie, donc un mort-vivant. Original, hein. En plus, c'est un zombie gay. Donc double originalité si je puis dire. Du coup, ça va l'embarquer en fait dans un road trip qu'ils vont faire à 3. Donc il y a Mika, il y a ce mort-vivant qui l'a sauvé, et il y a également un dieu. Voilà, une espèce de divinité en tout cas. En tout cas, lui dit que c'est une divinité. Et donc les 3 vont partir en road trip. Chacun et chacune pour des raisons différentes. Donc leur objectif, c'est d'aller au royaume des morts, au pays des morts. Mika, un petit peu pour essayer de se rapprocher de son ami, quelque part, puisque c'est le pays des morts, c'est a priori là où se trouve son ami, donc c'est pour retrouver son ami. Et voilà, quant à la divinité et aux zombies, leurs motifs voilà, sont pas forcément aussi clairs que celui de Mika. Mais en tout cas, les 3 vont partir dans ce road trip-là. Et comme beaucoup de road trips, ça va être un road trip un peu initiatique. C'est-à-dire que Mika, déjà dès ce tome 1, au fil des rencontres, notamment avec une dame assez âgée, donc avec beaucoup d'expérience, qui va lui parler de la vie, de la mort. Elle-même a expérimenté des morts autour d'elle, cette dame. Et donc, elle va essayer un petit peu de lui faire partager son expérience, de lui dire que essayer de lui parler un peu positivement de la vie, lui dire que oui, il y a des moments difficiles, mais qu'il y a aussi des moments très très chouettes. Donc au fil de toutes ces rencontres-là, donc là on voit une espèce de petit album photo des aventures de ce trio-là. Donc
ce road trip initiatique, bah, ça va l'aider un petit peu à retrouver goût à la vie. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va se terminer, hein. En tout cas, ce tome 1 a l'air de prendre ce tournant. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de quelques surprises. Le petit plus, bah, c'est que le zombie, il est plutôt beau gosse. Comme je vous l'ai dit, c'est un zombie gay, hein. A priori, il sort avec des hommes. Bah, la divinité est plutôt pas mal aussi. Ça gâche rien au plaisir de la lecture. Euh, donc voilà, on a un récit bah, qui est extrêmement touchant. Voilà, c'est du Yuki Kamatani. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. C'est trop beau. Trop beau. Voilà, moi j'ai adoré, honnêtement, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Les trois persos sont super attachants, ils sont très différents les uns des autres, mais ça donne un trio auquel on s'attache véritablement. Bah, on se demande, voilà, tous les chemins tous les chemins qui vont croiser, les personnes avec qui ils vont discuter. Voilà, on se demande un petit peu bah, comment ça va finir, parce que je vous rappelle que la destination finale, c'est quand même le royaume des morts. Euh, donc voilà, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? J'avoue que ça m'intrigue beaucoup et on aura relativement rapidement la réponse, puisque je vous l'ai dit, c'est une série qui est en 3 tomes. Donc si vous avez aimé bah, les autres séries de Yuki Kamatani, si vous aimez la sensibilité de cette auteurice, et ben vous allez aimer Iraet, la fin du voyage. C'est très beau, on retrouve tout ce qu'il y a de poétique dans les romans, j'allais dire, dans les mangas de Yuki Kamatani. Moi j'ai adoré et vraiment je vous conseille la lecture de Iraet. Je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler et ça m'attriste beaucoup parce que c'est vraiment une très belle série. Voilà, très différente de ces autres séries, mais qui aborde encore une fois une thématique très forte et de manière très juste, le deuil. Voilà, euh, bah, c'est une thématique pas évidente et je trouve qu'elle l'aborde vraiment super bien. Voilà pour Iraet. Il y a un autre manga, on va dire, qui peut aborder de manière plus ou moins directe des thématiques LGBT. Il s'agit de À l'image de Mona Lisa. Donc c'est le tome 1. Alors cette fois-ci, c'est une série un petit peu plus longue. Si je ne me trompe pas, elle est en 10 tomes. Et il me semble que quand Akata a annoncé À l'image de Mona Lisa, Akata annonçait que, alors je sais plus si c'est des chapitres finaux ou des tomes finaux, mais il me semble que c'est des tomes. Il me semble que le tome 9 et le tome 10, les deux, ce sont des tomes finaux, mais qui ont des fins alternatives. Donc voilà, je suis assez intrigué, peut-être flippé par ce truc-là. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc, à l'image de Mona Lisa, donc moi, il faut savoir que j'ai découvert ça sur une appli un petit peu comme Manga Plus, mais qui est faite par Square Enix. C'est-à-dire qu'on a accès à des chapitres gratuitement de certaines séries du catalogue de Square Enix, et À l'image de Mona Lisa en faisait partie. Et bah, ça m'avait intrigué. Et donc du coup, j'avais lu pas mal de chapitres, hein. J'avais probablement lu l'équivalent du tome 1. Et j'avais adoré. J'avais trouvé ça hyper original, puisque à l'image de Mona Lisa, c'est l'histoire d'un monde, d'un univers très semblable au nôtre, à la différence près que quand les enfants naissent, ils n'ont pas de sexe attribué, pas de sexe, pas de genre. Ce n'est qu'au moment de la puberté que leur genre s'autodétermine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, je sais pas moi, ils se lèvent pas un matin et ils se disent bon ben j'ai décidé d'être un garçon ou d'être une fille, hein. Mais on va dire que c'est quelque chose qui se fait relativement naturellement, c'est-à-dire qu'ils se sentent plutôt garçon ou plutôt fille,
et en fonction de cette autodétermination, la puberté, voilà, pour les filles, va développer la poitrine, pour les garçons, va développer les poils, enfin voilà. Euh, à partir de la puberté, ils sont garçons ou ils sont filles. Mais il y a une exception, c'est Hinase, donc, que vous voyez ici, qui a 18 ans, presque 18 ans, donc presque la majorité, et qui, à cet âge-là, donc la puberté est quand même bien passée, n'a toujours pas de genre. Donc il n'y a pas d'hormones masculines ou féminines qui est suffisamment développée pour qu'on puisse dire c'est une fille ou c'est un garçon. Euh, et donc on pourrait se dire que ça pose pas forcément de problème, mais dans cette société-là, qui du coup finalement bizarrement, alors qu'il y a ce truc-là de un petit peu de choisir quelque part son genre, on est dans une société plus stéréotypée que jamais, et donc et plus binaire que jamais, et donc il y a ces injonctions à absolument être soit une fille, soit un garçon. Donc ça peut être des injonctions de la part de sa famille, ça peut être des injonctions de la part de la société. Enfin voilà, Hinase est vraiment soumise à tout un tas de pressions, et notamment de deux de ses camarades, un garçon, une fille, qui simultanément vont lui faire leur déclaration d'amour. Ça n'arrange rien à tout ça, parce qu'en plus ils ont des paroles vraiment extrêmement maladroites, hein, ils sont en mode je vais te faire devenir un garçon, je vais te faire devenir une fille, comme ça tu sortiras avec moi. Enfin voilà, c'est vraiment chelou comme type de réaction, et ça rajoute à toute la pression que peut avoir Hinase de absolument avoir un genre. Alors pourquoi à l'image de Mona Lisa? Parce que du coup ce syndrome, comme il l'appelle, le fait de ne pas avoir de genre à 18 ans, ça s'appelle le syndrome de Mona Lisa, en référence au fameux tableau de la Joconde, qui, si on en croit le manga, il y aurait des débats de scientifiques autour du genre de Mona Lisa. C'est-à-dire qu'apparemment, il y aurait peut-être une main qui serait plus une main d'homme qu'une main de femme. Donc on se demande si soit le modèle de Léonard de Vinci, est-ce que c'était pas son amant? Est-ce que c'était pas finalement un autoportrait, mais avec une figure féminine? Voilà, il y a visiblement tout ce débat scientifique artistique, et donc qui est lié à ce que vit Hinase, et qui a déjà été observé, mais je vous en dis pas plus de ce côté-là pour pas trop vous spoiler. Donc du coup, je vous disais que ça permettait d'aborder des questions liées aux thématiques LGBT, parce que si on extrapole et qu'on ramène ça, nous, à notre univers actuel, on pourrait dire que Hinase est non-binaire, puisque Hinase n'a pas de genre homme ou femme, donc pas de genre binaire, et donc serait plutôt non-binaire, si on devait ramener ça à absolument une catégorie, voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le choix graphique de Tsumuji Yoshimura, qui ne dessine pas entièrement en noir et blanc, mais qui met en avant certains éléments avec de la couleur, en l'occurrence une couleur, hein, cette espèce de vert bleu qui est très présent. On le voit aussi sur la cover, on le voit je crois sur l'illustration du premier chapitre qui est également en couleur. Donc voilà, tout ça, tous les éléments que Tsumuji Yoshimura a envie de mettre en avant sont dans ce vert bleu. On le voit notamment particulièrement ici, c'est extrêmement flagrant. Et donc voilà, moi j'ai
adoré ce tome 1, je le savais puisque je l'avais déjà lu du coup en anglais légalement sur l'appli de Square Enix. J'ai tellement hâte de voir la direction que ça va prendre. Alors pour être tout à fait complet, j'ai eu des retours quand j'ai commencé à parler de ce titre-là de personnes non binaires voilà, qui me disaient qu'elles avaient été parfois gênées par les propos de certains personnages. C'est ce que je vous disais, hein. Le garçon qui est amoureux de Hinase lui dit bah, grâce à moi, tu vas être une fille, je vais te faire devenir une fille. Et inversement, la fille qui est amoureuse de Hinase qui va lui dire voilà, moi je vais te faire devenir un garçon. Donc on a ce truc très binaire et cette espèce d'injonction à forcément rentrer dans un des deux genres. Moi, tel que je l'ai ressenti, mais je ne suis pas concerné, je ne suis pas non-binaire, j'ai trouvé que justement Tsumunji Yoshimura utilisait ce contexte-là pour critiquer les personnes qui pouvaient avoir des stéréotypes de genre et qui pensaient de manière trop binaire. Je pense que c'est la direction vers laquelle on va. C'est cette critique de la société qui est trop binaire. Euh, Yoshimura a trouvé ce moyen-là d'inventer un monde où le genre est déterminé au moment de la puberté pour aborder ces questions-là sans que ça soit peut-être trop frontal et qu'on puisse trop rapprocher ça justement à notre monde, nous actuels. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. À l'image de Mona Lisa, tome 1, j'ai fait un TikTok dessus et alors ça a cartonné. J'étais halluciné. Donc je pense que ce titre-là, de par les thématiques qu'il aborde, questionne beaucoup de gens et intéresse beaucoup de gens. J'ai eu plus de 11 000 likes, enfin c'est absolument énorme, plus de 50 000 vues, tout ça, je m'y attendais pas du tout. Voilà, je pensais pas que c'était un titre qui allait autant interpeller les gens, même si c'est vrai que le pitch est quand même particulièrement marquant. Voilà, en tout cas, si vous vous êtes toujours pas mis à l'image de Mona Lisa tome 1, je vous le conseille grandement. Et du coup, on arrive à la dernière partie de ce stream qui va être dédié à Tameko, l'autrice invitée à l'Icon. Donc là, hein, dans moins d'un mois, vous vous rendez compte, le 3 et 4 décembre, on va voir Tameko en chair et en os. Donc c'est le moment ou jamais de lire les titres qui sont déjà parus chez nous en France de Tameko. Et en premier lieu, de toute urgence, tac, Rêve de coucou. Merci beaucoup pour le follow. Pourquoi pas gérer le hasard, ok. Donc Rêve de coucou, c'est une série en 2 tomes avec des très belles covers. Honnêtement, voilà, elles sont très belles et vous allez rapidement les comprendre. Puisque donc dans Rêve de coucou, on est sur l'histoire de Natsuka. Alors à la base, quand je vais vous dire le synopsis, vous allez vous dire oh là là, c'est bateau, c'est du déjà vu, etc. Voilà, je vous préviens que non. Que le synopsis, oui, mais que ce qu'on trouve à l'intérieur de la série, non. C'est vraiment pas habituel dans ce qu'on trouve dans le Boys Love et c'est notamment pour ça que moi ça avait été un énorme coup de cœur et que là j'ai pris beaucoup de plaisir à le relire. Donc on est sur des amis d'enfance, enfin d'enfance. En tout cas, Natsuka et Hakushima, ils se connaissent depuis le lycée et Natsuka a toujours été amoureux de Hakushima. Donc Hakushima, c'est celui qui fait la couverture du premier tome et Natsuka, c'est lui. Voilà, donc toujours pareil, le brun et le blond. Alors pas blond, mais bon, bref, cheveux clairs.
Voilà, donc il a toujours été amoureux de lui. Nous, on ne voit pas tellement le lycée. On va atterrir 4 ans plus tard. Ils sont toujours amis, Natsuka et Hakushima. Natsuka n'a toujours pas fait sa déclaration à son meilleur ami. Mais lui, Natsuka, il sait qu'il est gay. Et du coup, bah, il se prive pas de coucher avec un mec. Voilà, c'est son plan régulier. Ils font que coucher ensemble, ils sortent pas ensemble. Celui avec qui, du coup, il couche, il s'appelle Seno. Euh, et, euh, et ce qui va se passer, c'est que Seno et Hakushima vont avoir un accident. Donc les deux se rendaient en fait. Enfin, il y en a un qui repartait de chez Hakushima et il y en a un qui arrivait chez lui. Donc c'est pas le hasard complet non plus, hein. Voilà, ils se croisent parce que tous les deux soit partaient, soit allaient chez Natsuka. Et donc bah, Seno, lui, il est à moto. Hakushima, il est à pied. Et en fait, Hakushima va traverser la rue pas loin devant chez Natsuka. Et Seno va le renverser à moto, purement accidentellement. Il n'y a, voilà, il y a pas de crime, etc. C'était pas intentionnel. Donc il va y avoir un accident entre les deux. Les deux vont tomber dans le coma. Rapidement, Seno, lui, il va se réveiller de son coma. Alors que Hakushima, lui, il va rester dans le coma. Donc Seno, on s'y perd parce que vous allez voir pourquoi je m'y perds. Seno, quand il se réveille et qu'on lui demande son nom, il dit qu'il s'appelle Hakushima. Donc Seno, c'est lui. Donc le corps qui se réveille, c'est le corps de Seno, mais visiblement, en fait, il y a eu un espèce de switch visiblement pendant l'accident, et donc c'est Hakushima, l'esprit de Hakushima qui est dans le corps de Seno. Bah là, c'est le bordel dans la tête de Natsuka, parce que bah, lui, il est amoureux de Hakushima, et il a une compatibilité sexuelle, on va dire, avec Seno. Alors au début, déjà, pour commencer, Natsuka ne croit pas Seno. Il lui dit mais tu te fous de moi, comment ça peut arriver, un switch de personnalité, mais on voit ça que dans les films, etc. Donc il y a aussi une espèce d'autodérision, hein, de la part de Tameko, puisque effectivement le switch de personnalité, on voit beaucoup pas que dans Boys Love, hein, dans les films, dans les mangas, dans les romans, c'est vraiment quelque chose qui est surexploité. Euh, donc voilà, il y a eu des petites blagues par rapport à ça. Et donc voilà, Natsuka n'y croit pas du tout. Sauf que du coup, il va le piéger en lui posant une question à laquelle normalement seul Hakushima peut répondre. Et il va répondre ce que Hakushima aurait répondu. Voilà, Natsuka, à partir de là, il le croit totalement. Et Tameko, en fait, c'est ça qui est génial dans Rêve de Coucou, c'est qu'elle joue avec notre esprit constamment. Impossible de savoir dans ce tome 1 s'il y a vraiment eu ce switch de personnalité ou si bah, Seno prétend être Hakushima. Alors pourtant, voilà, il répond à une question où il n'y a que Hakushima qui peut connaître la réponse. Donc voilà, normalement il n'y a pas de place au doute, mais après elle nous met d'autres indices qui nous font douter. Bref, on est paumé. Je vous conseille, si vous n'avez pas encore les Rêves de Coucou chez vous, de commander les deux tomes en même temps, parce que vous n'allez pas survivre au cliffhanger du tome 1 sinon, je vous le dis. Le cliffhanger du tome 1, il est énorme. Enfin voilà, il vous faut absolument le tome 2 à proximité, parce que vous n'allez pas survivre au cliffhanger du tome 1. Le tome 2 nous en dit un petit peu plus. Pareil, on a des indices un petit peu contradictoires, mais évidemment, puisque c'est le tome final, le deuxième tome, on a le fin mot de l'histoire. Quoique, on ne sait pas, finalement,
qu'est-ce que la vérité? Vous avez 4 heures. Euh, non mais voilà, en tout cas c'est absolument génial. Moi j'avais jamais lu ça dans le Boys Love. Ça a été un gros gros coup de cœur. Et j'avoue que franchement j'avais un peu oublié que j'avais mais adoré cette série. C'est-à-dire que quand on me demande voilà, parfois des mangas, peut-être des Boys Love, peut-être un peu sous-cotés, etc. Je pense jamais à Rêve de Coucou. Donc merci à la Icon et à Kata qui pourtant n'a pas sorti Rêve de Coucou, mais d'inviter Tameko parce que ça m'a rappelé que ce manga était génialissime, que psychologiquement c'était du génie. On passe par tous les états, on est persuadé d'une chose puis de l'autre, on est surpris tout le temps, il y a des rebondissements, le cliffhanger du tome 1 est extraordinaire. Bref, Rêve de Coucou, moi je vous le conseille de ouf. Alors, je suis obligé de vous dire que c'est pour public averti parce que même s'il n'y a pas 36 000 scènes explicites, les scènes explicites sont très très explicites. En l'occurrence, elles sont non censurées. Il y a des très gros plans sur les parties intimes. Voilà. Donc voilà, je suis obligé de vous dire que c'est malgré tout pour public averti, mais c'est vraiment pas ça qu'on retient de Rêve de Coucou, hein. C'est avant tout ce mind game absolument génial et mené d'une main de maître par Tameko. J'espère pour Coyote Mag pouvoir faire une interview de Tameko parce que j'ai plein de questions à lui poser notamment sur Rêve de Coucou, même si elle vient pour mon petit ami Genderless, donc évidemment il y aura aussi, j'ai pas encore lu, mais je suis sûr que ça va beaucoup m'intéresser, la thématique m'intéresse énormément. Et donc le génie aussi de Tameko, ce sont ses quatrièmes de couverture, donc en plus voilà, des covers qui sont très très belles, les quatrièmes de couverture, une fois que vous aurez lu les 2 tomes, re-regardez les quatrièmes de couverture, essayez de réfléchir et vous verrez que elles n'ont pas été faites au hasard. Voilà. Il y en a une où Natsuka ferme les yeux, une où il ouvre les yeux, et c'est pas pour rien. Voilà, je vous dis ça, je vous dis rien. Partez à la découverte de Rêve de Coucou, c'est vraiment une série géniale. Moi, j'ai vu voilà, aucun équivalent en Boys Love de cette histoire qui est vraiment très très surprenante et extrêmement bien menée. Et sachez que Tameko, elle a sorti une autre série qui s'appelle You're My Sex Star. Alors là, je vous ai mis la cover du tome 2 parce que celle du tome 1 n'est tout simplement pas montrable sur Twitch. Alors c'est bien dommage, hein, allez voir vous de votre côté, mais voilà, la cover du tome 1, elle passerait pas sur Twitch, il y a trop de nudité, voilà, ça passerait pas. Donc, je vous ai montré la couverture du tome 2, puisque là aussi, c'est une série en 2 tomes, avec une particularité, c'est qu'en fait, à la base, j'imagine, ça devait être un one-shot, c'est-à-dire que c'est un recueil d'histoires courtes. Donc l'histoire principale, dont je vais vous raconter le synopsis là juste après, c'est pas toute l'histoire du tome 1. Dans le tome 1, on a d'autres histoires qui n'ont rien à voir avec les 2 personnages principaux. Pour vous dire, on reprend dans ce tome 2 avec le chapitre 3. Donc en fait, il n'y a que 2 chapitres dans le tome 1 de cette histoire, et il y en a 4 plus des chapitres spéciaux, bonus, dans le tome 2. Donc voilà, c'est un peu piégeux parce que du coup, bah, le tome 1, vous avez des histoires courtes qui, je vais être honnête, moi, voilà, ça m'a pas forcément transcendé. Je les trouve très bien, mais pas inoubliables. En revanche, j'ai trouvé l'histoire du couple principal vraiment très chouette. Là aussi, on part sur quelque chose d'un peu cliché. On l'a retrouvé dans d'autres Boys Love. Il y a moins ce côté surprenant qu'on a dans Rêve de Coucou, puisque on a donc un journaliste
qui va se rendre sur un lieu de tournage de films pour adultes, dirons-nous. Et donc, il va se retrouver à tourner dans un de ces films avec, donc le journaliste, c'est lui, et il va se retrouver à tourner dans un film avec lui qui est acteur de films pour adultes. Classique, on l'a vu dans plein de manga Boys Love, on l'a vu dans plein de webtoon Boys Love, donc voilà, c'est pas là l'originalité. Mais ce qui est très chouette, bah, c'est que la relation entre les deux, bah, elle va facilement se développer et surtout, la plupart du temps, quand on a ce synopsis d'un journaliste ou parfois, enfin, c'est pas forcément un journaliste, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va pas forcément être acteur lui-même de films pour adultes, bah, il y a ce truc de bah, l'acteur, il arrête sa carrière ou voilà, il va pas continuer à coucher avec d'autres personnes. Bon, du coup, là, c'est un petit peu un spoil que je vous fais, mais pas énorme. Dans You're My Sex Star, il n'y a pas ce truc-là de ah, mais non, maintenant que je suis amoureux de toi, je ne vais plus faire ce métier parce que je ne peux plus coucher avec d'autres personnes. Voilà, il ne va pas y avoir ce truc un peu cucu. En tout cas de mémoire, hein, parce que pour le coup j'ai pas eu le temps de relire les 2 tomes de You're My Sex Star, mais il me semble que c'est pas la question, c'est pas le sujet, et qu'au contraire, voilà, le journaliste est hyper compréhensif, il se dit bah non c'est son métier, donc enfin voilà quoi, il y a pas de souci. Vous le voyez, les dessins sont magnifiques. C'est extrêmement beau, et encore là c'est ce que je peux vous montrer sur Twitch, mais sinon je vous disais que Rêve de Coucou était pour public averti. Bon, You're My Sex Star, bah déjà c'est dans le titre, hein, mais c'est pour public très 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 averti. Et pourtant c'est censuré. Alors, c'est pas une très grosse censure, c'est-à-dire que l'encre est un peu plus pâle sur les parties intimes, mais on n'est pas sur l'espèce de sabre laser un peu dégueu. Mais malgré tout, voilà, sachez que c'est censuré. Donc du coup, moi j'ai préféré le tome 2 au tome 1, parce que du coup le tome 1, on est, comme je l'ai dit, sur un recueil d'histoires courtes, donc du coup voilà, on est un peu frustré, mais le tome 2 prend super bien le relais et permet de développer un petit peu l'action entre les deux personnages qui sont en couple, hein, dans le tome 2. Ça c'est pas un énorme spoil non plus, on est sur un boys love quand même. Donc, donc sur le tome 2, on est un peu sur bah, maintenant qu'ils sont en couple, comment ça se passe. Justement, il y a le journaliste qui va à nouveau sur le tournage de l'acteur. Donc on peut se demander, bah voilà, est-ce qu'il va pas être jaloux de voir son mec coucher avec d'autres personnes, une nana en plus, en l'occurrence, une femme. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là. Il y a beaucoup de scènes explicites, mais qui sont extrêmement réussies. Il y a de la nudité féminine aussi. Voilà, je préfère le dire parce que c'est pas forcément habituel dans un boys love. Et bah, comme son nom l'indique, hein, voilà, tout tourne autour de cette thématique du sexe, hein. On est avec un acteur de film pour adultes et c'est vraiment la thématique principale, même si la romance est totale, hein. Voilà, entre les deux, on est sur une relation totalement romantique entre, j'ai même pas dit leur nom, entre Ibuki et Yuki. Voilà. Euh, donc, moi, You're My Sex Star, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que c'est, comme je vous l'ai dit, moins surprenant que Rêve de Coucou. D'autant que, même si il y a, comme je vous l'ai dit, ce truc-là que j'ai trouvé très très bien, de pas se dire, bah voilà, c'est parce que ils se mettent en couple, l'autre arrête d'être acteur. Bah non, en fait, c'est son métier. Il sait très bien séparer son métier de ses sentiments, et il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'espère ne pas me tromper parce que je fais appel à ma mémoire, et le tome 2 de Your My Sex Star, il est sorti quand? Ah, en 2020. Bon, c'est pas si vieux que ça, je pensais que c'était plus vieux que ça. Mais bon,
On va dire qu'on fait confiance à ma mémoire. Donc c'est un petit peu moins surprenant, là où Rêve de coucou, je vous l'ai dit, il y a vraiment ce truc de mind game où on ne sait plus quoi penser. Et en plus, moi en tout cas, j'ai trouvé que la fin était plutôt surprenante. Je vous en dis pas plus, si je vous en dis trop, vous allez deviner la fin. Mais voilà, oui, cette série en 2 tomes est vraiment pleine de surprises. Rêve de coucou et je vous la conseille à fond. Vraiment, c'est haletant et c'est impossible que vous lisiez d'abord le tome 1, que vous laissiez du temps passer, genre plusieurs semaines, et qu'ensuite vous lisiez le tome 2. Non, vous allez lire les tomes 2 d'affilée parce que le cliffhanger du tome 1 est juste dinguissime. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les dessins de Tameko qui sont pourtant un petit peu particuliers, hein. Voilà, on n'est pas sur des physiques qu'on voit habituellement dans le boys love. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle fait des œuvres qui sont pas boys love. On a ce trait un peu poupon qui que moi je trouve rafraîchissant. Moi j'aime bien, hein, les styles graphiques un petit peu originaux qui sortent de l'ordinaire. Moi ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée, bonne nuit ensuite et à très très vite. Que le yaoi soit avec vous. Bye bye.